pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 ce vendredi avec Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué et si Air France veut bien nous le rendre, puisqu'il arrive directement de Polynésie dans le président polonais. Dans quelques instants, d'ici, je sais pas, peut-être un petit quart d'heure, l'arrivée et le retour d'Olivier de Kersauzon. Mais avant, je suis bien obligé de continuer à parler de la polémique. La polémique en cours à propos de Jérémy Michalak. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Isabelle. J'ai cru comprendre. Et vous, oui, Philippe Alfonsi, ça fait 2-3 jours que ça dure. Voilà. Les auditeurs ont été finalement choqués par l'intervention de Jérémy soutenant cet élève qui a envoyé une bouteille d'eau sur l'épaule du président de la République. Alors que nous, tous, autour de cette table, évidemment, nous pensions que c'était un acte inconscient, un acte de mépris, un acte qui ne doit pas se renouveler. Irrespectueux. Jérémy a fait oh là là, mais c'est pas grave, c'est un truc de gamin. Et ça, c'est une phrase qui est remontée jusqu'à l'Élysée. J'ai cru l'entendre. Et les auditeurs vous en veulent énormément. J'avais que des mails de soutien. Ah bah oui, mais moi hier je voulais vous remonter le moral. Mais la vérité, c'est que c'est 50-50. Il y a quelques mails de soutien. Là, par exemple, un autre Jérémy. Je me demande, c'est pas vous qui écrivez d'ailleurs. Et je serais assez con pour pas changer de prénom. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont Joujou a été critiqué dans l'émission à propos de cet incident avec Nicolas Sarkozy. Attention, Laurent, le petit pourrait monter en grade et devenir l'assistant du futur patron d'Europe 1 et se venger contre toute l'équipe. Titoff pourrait ainsi être muté au 6-9. Ah oui, la punition. Fabrice Eboué à Café Crime. Ah oui, on devrait faire ça à la grille. Et vous, Laurent, sur RTL, voir si Joujou est un peu sadique sur Radio Montmartre ou France Culture. Courage, Jérémy, tu es le meilleur. Fabrice? Non, Bénichou, il le mute où? Ah bah, ils en parlent pas de ça, sa cote baisse, ça, Pierre. Je profite de son absence pour dire que sa cote baisse. Il y a des choses qui sont plus faciles à dire quand il n'est pas là, quand même. Oh, il aura toujours une place à Radio Shalom, ça va. Il n'y a qu'un seul mec qui applaudit. Bravo, Fabrice. Et ben, monsieur l'antisémite, on vous a reconnu. Il s'est arrêté tout d'un coup. On sait ce que vous avez fait en 40, monsieur. Bon, et Daniel, alors où est-ce qu'on la mute, Daniel, notre fan numéro 1? Daniel, il faut réussir à la décoller du siège déjà pour la muter. Elle tient la forme, hein, Daniel. Hein. Ah, ça. Vous allez voir, un jour, Isabelle Motro sera aussi vieille qu'elle. C'est déjà presque le cas. Hein. C'est vrai, Isabelle? Oh, oui, Qu'est-ce qui se passe, Isabelle Motro? On sent que vous avez quelque chose, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit... Non, non. Il y a quelqu'un qui vous use, on le sent, ça. Ah non, pas du tout. Parler de Fabrice Eboué? Non, à part qu'il m'invite pas à ses fêtes, c'est tout. C'est vrai, comment ça s'est passé votre soirée au Murano, alors? C'est quelque chose du beau monde. Hein. Ah oui? C'était show business. Ah ouais. Racontez, parce qu'il mixait au Murano hier soir. Des grosses vedettes, il y avait Philippe Alfonsi. Philippe Alfonsi est passé aussi à un moment. Et puis non, il y avait Harry Roselmack quand même. Harry Roselmack? Beaucoup de vedettes. L'écrivain? Moi, je suis dégoûté. Du beau monde. Hein. Voilà, je tournais hier soir, mais en revanche, je serai DJ moi aussi dans 2 semaines. Vous viendrez, Fabrice? Là, je viendrai. Moi, je viendrai là, par contre, cette fois-ci. Ah bah oui, vous avez intérêt. Je suis obligé. Non, mais hier, j'étais dégoûté. Moi, je fais ça en juin et je note les noms de ceux qui viennent pas. Mais non, mais moi, j'ai été puni. J'étais puni de sortir hier soir. Ah, pourquoi? Ma femme a pas vu que je sorte. Pourquoi? Elle a pas voulu? C'est ça. Moins tu sors et après, moins t'as le droit de sortir. C'est le piège. Je vais reprendre des choses en main un petit peu là, parce que là. Elle est jolie, votre femme, en même temps. Hein. Moi, j'aurais une femme comme ça, je resterais à la maison, hein, franchement. Oui, écoutez, Par contre, ta femme était là à 3h du match.
C'était ça le corner. Émilie m'écrit: faites-moi un coucou en espagnol. Je suis à Barcelone et je vous écoute sur Internet. Je vous adore. Alors, je sais pas comment on fait coucou en espagnol. Alors là, coucou. Hola. 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 Voilà. Je croyais que c'était olé, moi, en espagnol, non? Non, c'est pas pareil. Olé, il faut qu'il y ait un taureau avec un. Voilà. Sinon, ça sert à rien. C'est quoi la chanson d'ailleurs de notre représentant à l'Eurovision samedi soir? Olé, ça olé, hola, non? Ben voilà, olé, 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 hola. Vous regarderez l'Eurovision ce samedi soir, Philippe? Non. Non, pourquoi? Non, bah déjà, je trouve que cette chanson-là, elle me plaît pas du tout, là. Non. Ah non, on est ridicule avec. Oui, mais enfin, vous n'avez Mais pas qui entendu n'est pas ridicule le à candidat de la l'Eurovision Bosnie. Qui n'est pas ridicule. Le candidat de la Bosnie-Herzégovine est formidable. C'est le blond avec la coupe au bol, là? Je sais C'est pas lui? Ah non, il y en a un avec une coupe incroyable. Mais vous les connaissez tous ou? Non, j'ai vu des extraits de 3-4. Je vais encore passer pour le PD de service le sang, là. Quand t'aimes l'Eurovision, c'est qu'il y a un truc. Non, il y en a un avec une coupe de cheveux incroyable, c'est peut-être la Bosnie. Tu dis PD, toi, maintenant. Ah ouais, mais c'est incroyable, hein. Il a côté. Il a dit le mot PD à Il l'antenne. a dit PD? Oh non, Ouais, ça devient Moi, j'ai dit vraiment, PD? Ouais. Mais lui, il a le droit. C'est l'autodérision dans ce cas-là. Catherine Thierry, bonjour. Bonjour. Catherine est à Marignane. Yorana. Qu'est-ce qu'il a dit, Thierry? Yorana. Ah, mais Thierry nous appelle depuis la Polynésie, voilà pourquoi. D'accord. Il parle en patois. Oui. C'est par en Je suis très déçu, Olivier n'est pas là. Ben, il va arriver, Olivier, et peut-être s'il vous entend, ça va même accélérer son mouvement jusqu'à notre studio. Catherine, d'abord, Marignane, ça c'est près de Marseille, Marignane. Bien sûr, c'est la même l'aéroport. Ah bah t'es plus à Vitrolles, Catherine? exactement. Quoi? Pardon Elle est plus à Vitrolles, Catherine? T'as changé de... Oui, c'est vrai. On sent qu'il a fait une grosse tournée. Enfin, oui, c'est Qu'est-ce que beau. vous faites dans la vie, Catherine? Je suis secrétaire dans un bureau d'ingénieur. Secrétaire dans un bureau d'ingénieur. Il y a combien d'ingénieurs dont vous êtes la secrétaire? Une vingtaine. Une vingtaine. Ah ouais, c'est moins que Zaya quand même. Hein. C'est sûr, on ne fait pas le même boulot. Ouais. Ah, c'est du boulot, secrétaire pour 20 personnes, dites donc. Oui, ça va. Mais vous faites quoi? Vous répondez au téléphone? Voilà, je réponds au téléphone, j'organise leur déplacement, je relis leurs rapports. Les rendez-vous? Voilà. Bon, très bien. Ça fait longtemps? Oui, ça fait plus d'une quinzaine d'années, mais là, oui. je suis dans une nouvelle société depuis l'année dernière, là, avec... Alors admettons que parmi les ingénieurs, il y a un monsieur Martin. Moi, je vous appelle. Monsieur Martin, il veut absolument parler à personne. Mais moi, je veux absolument parler à monsieur Martin. Alors, comment s'appelle la boîte? Environ France. Bonjour, je suis bien chez Environ? Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à monsieur Martin, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en réunion pour l'instant. Oui, je sais, mais c'est assez urgent. Bah écoutez, je peux prendre un message et lui faire part de ce que vous désirez dès qu'il a terminé. Non, mais je voudrais lui parler directement. Ah bah écoutez, alors il faudra rappeler un petit peu plus tard et j'essaierai de vous le passer. Ah non, mais je voudrais lui parler maintenant. C'est Là, ça important. va pas être possible dans l'immédiat. Non, mais tu vas bien passer, monsieur Martin? Waouh, elle est forte. Hein. Ah non, elle est pas mal. Pas cédé. Elle est bien. Vous méritez votre job, Catherine. Bon, merci, ça va. J'en ferai part à mon chef alors. Kenavo, Thierry. On dit Méteille Roa. Ça va très bien. Vous êtes où en Polynésie, Thierry? Alors à Maïna, à une demi-heure de Papeete. Vous êtes à une demi-heure de Papeete. On a bien fait de vous appeler maintenant. On m'a goûté un petit peu. On m'a goûté un petit peu. Je suis con, hein. Ah, vraiment. Mais... C'est nul, en plus. Non. Si, je reconnais. Non, c'est comme d'habitude. Mais C'est mon jour préféré le vendredi, moi. Là, c'est de la polyniaiserie. Vous faites quoi, Maïna, Thierry, à Papeete? Alors, je suis principal de collège. Oh merde. Directeur de collège. Alors, vous imaginez ce genre de remarques au collège? Oh bah ça, sauf que non, évidemment, là-bas... Ça marche pas. Ça marche pas, je suis sûr. Ils s'en foutent, ils iront pas, quoi. Ils vont à la plage, non? Et ils sont sympas, alors, les collégiens polynésiens? Oui, très sympa. Vous êtes de là-bas ou vous êtes arrivé là-bas il n'y a pas longtemps? Non, pas du tout. Je suis de métropole et puis ça fait, j'ai déjà travaillé 4 ans là-bas et je retravaille encore 4 ans à Tahiti. Oui. Et vous avez une voix jeune, hein? Vous avez une voix jeune pour le directeur de l'école? Eh ben oui, 39 ans. Et vous croisez parfois Olivier de Kersauzon?
C'est quand même il y a 200 000 habitants en Polynésie, mais on l'a croisé une fois dans les rues de... D'accord, mais il y a peut-être 200 000 habitants, mais il n'y a qu'un Olivier Kersauzon aussi. Alors, c'est vrai, mais on passe quelques fois devant sa maison. Racontez-nous, pendant qu'il n'est pas là. Il est en train d'arriver, on me dit qu'il est dans l'escalier. Elle est comment sa maison? Oui, alors je prendrai pas le risque quand même, parce qu'il y a peut-être... Mais vous êtes loin, vous risquez rien là, vous êtes très très loin. Oui, mais lui revient. Mais lui revient régulièrement. Ah oui, c'est vrai, oui. Vous êtes retrouvable. Non, il a une très belle maison, et sur Moorea, et voilà. J'en dirai pas plus. Et il y a beaucoup de vainés? Ah non, c'est quand même assez protégé. Il est pas fou, Olivier, quand même, il protège. Mais il y a des jolies filles qui l'attendent avec des colliers à fleurs. Comme les Polynésiens sont très accueillants. Donc il a des vainés avec des colliers de fleurs. Thierry, vous souhaitiez la présence d'Olivier de Kersauzon et Europe 1 vous offre Olivier de Kersauzon. Voilà. Parce qu'on est comme ça, Europe 1. Bonjour Olivier. Yorana, Olivier. Yorana. Comment vous dites? Yorana. Bonjour, Yorana. Vous voyez un peu, on prend... C'est quoi cette combine? On a en plus des auditeurs bretons pile au moment où vous arrivez, Olivier, c'est formidable. Et il est en train de nous décrire votre maison là-bas en Polynésie. Il disait qu'il y avait plein de gonzesses devant. En pleurs aujourd'hui. En pleurs, elles sont là sur la plage en train... C'est un mec vachement sérieux, moi. Ah oui? C'est pas le genre, ouais. Non mais franchement, vous pouvez le dire, il est là, Thierry. Alors il y a des jolies gonzesses ou pas là-bas devant la mer? Oui, en Polynésie, oui, il y a de belles vainées. Il peut le dire aussi bien que moi. Il y a de belles vainées. Moi, j'ai rien à dire. Mais pas obligatoirement devant chez lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me méfie quand même. Comme je sais qu'il revient régulièrement. Vous avez raison. T'as raison de te méfier. Tu sais que c'est pas une vraie bonne fréquentation, moi. Oh non, mais on est tellement content de vous revoir. Et moi, le printemps a enfin un sens quand je vous vois. Après avoir traîné dans tous les coins du monde, de la Chine à je sais pas où à ici, j'arrive ici, c'est un moment de fraîcheur. Ah non, puis il était temps que vous reveniez parce que je vais vous dire, il faut remettre un peu d'huile dans les rouages et ah oui, grippé, on va mettre des mythes. Ça y est. Alors lui, sans savoir ce que t'as fait. Je m'en fous, je me suis échauffé, je l'avais senti venir. Moi, je suis pas du genre à dénoncer Olivier de Kersauzon, mais tous mes camarades et moi, on tient à vous dire que pendant que vous êtes partis, Michalak, il a pas mal déconné. Mais pas sur lui, pas sur lui. Il a dit que c'était normal de jeter des bouteilles d'eau sur l'épaule du président de la République. Et c'est pas grave. Et depuis, ça fait une polémique, c'est remonté jusqu'à l'Élysée. On a failli tous être virés à cause de Michalak. En fait, ils veulent m'envoyer en maison de correction. Ils se disaient que chez toi, ce serait pas mal. Mais si c'était moi qui t'avais éduqué, tu serais pas autant né aujourd'hui. Attends, même en Polynésie, on voit leur espèce d'émission complètement ringade où ils bouffent de la merde en groupe. C'est pas vrai. Une gonzesse avec des cheveux tellement courts qu'on se demande si elle a pas couché avec les Allemands. Enfin, c'est surréaliste leur émission. C'est surréaliste leur truc. Attends, on va dire. Et tu vois, et je vois ça, bien, je le montre à mon chien, je dis, tu vois c'est à quoi j'ai ça. Et ben voilà, on est heureux de vous retrouver. Catherine, Thierry, on va jouer dans un instant. Attention, les cadeaux ont beaucoup évolué depuis votre oui. Parce que Catherine et Thierry vont jouer pour 2 nuits à Cannes, à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette. Ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Attention Catherine et Thierry, dans les semaines qui viennent, on verra régulièrement sur LCI Éric Besson, Luc Châtel, Daniel Cohn-Bendit et François Hollande débattre ensemble. Pour quelle raison? Catherine, Thierry. Un débat sur la retraite? Sur la retraite. Éric Besson, Luc Châtel, Daniel Cohn-Bendit et François Hollande. Non, ce n'est pas sur la retraite. Sur la... Titoff est déjà prêt, alors attention, il faut vite y aller là, encore 5 secondes. C'est très simple, très facile. Sur la Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde de football. Non, ah oui, elle a gagné. Non, c'est Thierry. C'est un peu de la Coupe du Monde de pétanque, de handball, on sait pas. Non. De fer à friser. Elle a gagné. Je crois qu'on va accorder la bonne réponse à Thierry parce qu'il a été le premier à dire Coupe du Monde et évidemment en ce moment il y a 40 Coupes du Monde. L'autre jour j'étais au Congo, il y avait une Coupe du Monde organisée chez eux de fer à friser et trucs comme ça.
faut pas déconner, c'est la Coupe du Monde de football. Alors attendez, je me tourne Et c'est la jeune femme qui l'a dit qui a gagné. Je me tourne vers Catherine, on va voir si Catherine est fair play ou si elle pense qu'elle a gagné. Catherine? Oui. J'ai gagné. Qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez rien, Catherine. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Honnêtement. Il faut être honnête que ça aurait pu être n'importe quelle Coupe du Monde. Elle a raison. Non, c'est ce qu'on va faire. Comme c'est vendredi et que c'est le retour d'Olivier, vous avez gagné tous les deux. Catherine, Thierry, vous partez pour l'hôtel Martinez sur la Riviera, l'ultra luxe, la plage du Martinez, l'eau à 30 degrés dans la piscine extérieure. Le spa les 8 concierges du Martinez. Clé d'or. Ouais, avec un nom comme ça, obligé d'avoir 8 concierges. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Je suis parti à l'hôtel Dos Santos. L'hôtel Da Silva, il y en a 53, je crois. Il n'y a pas de perdant. Alors, comme il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de cadeau fête des mères. On offrait pour le perdant une boîte à caresses. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a pas. Pour Isabelle Montreux, peut-être, non? Ah non, merci. C'est la marque Guirinès qui offre la boîte à caresses. C'est quoi une boîte à caresses? Je sais pas ce que c'est une boîte à caresses. Il y avait la boîte à claques à une époque, maintenant c'est ça je connais bien, ouais. Parce que c'est la fête des mères. Faut y penser là quand même. Et vous avez pas regardé ce que c'était que vous étiez en train d'offrir? C'est des produits cosmétiques, des trucs comme ça, non? C'est une marque de soins, Guirinès, qui offre pour la fête des mères la boîte à caresses. Bon, vous êtes contents quand même l'un et l'autre. Hein. Oui, génial. Très très heureux. Vous êtes maman, Catherine? Oui, j'ai 2 petites filles. 12 petites filles? Non, 2. C'est bien qu'elle est marseillaise, mais quand même. Oui, il faut pas exagérer non plus. Elles vont vous faire quoi pour la fête des mamans alors? Je sais pas, il y en a une qui a prévu quelque chose à l'école qui m'a dit que c'était très beau. Et ça sent le collier en nouille. Elle a dit que c'était pas très beau. C'est mauvais Elle signe. m'a dit que c'était très beau, donc j'attends de voir ça dimanche. Et la deuxième qui est en train de dormir là, donc qui fait sa sieste. Et qui a 21 mois, donc voilà. C'est normal, oui. Elle est un peu petite pour faire un cadeau, mais... Et vous Thierry, vous êtes papa? Oui, papa d'un petit Maxence. D'ailleurs, à ce propos, Titeuf, Maxence était très vexé parce qu'il est fan de lui. Et puis, il y a 2-3 jours, là, Maxence, un prénom de Maxence, vous êtes bien moqué de lui. Alors, il a dit que maintenant, il attendrait plus 4 ans pour aller voir le nouveau spectacle de Titeuf. C'était Mais non, c'était pas moi, c'était Jérémy Michalak encore. Ah non. Et pour la fête des mamans, vous avez prévu pour votre épouse quelque chose? Ah bah elle est avec moi là, donc je vais pas trop en dire. Moi j'ai un disque que j'ai retrouvé pour la fête des mamans et je suis sûr que ça va plaire à Olivier. Je sais pas si vous vous souvenez de Roméo, ça vous dit quelque chose, Roméo? C'est ça. Mais on a de l'oreille. Je sais qu'on est obligé d'avoir ça quand on a une maman, je préfère être orphelin, moi. Moi, je sais que tous les enfants qui sont à l'arrière de leur voiture, là, que les mamans sont allées chercher à l'école ce vendredi, eh bien, tous les enfants sont là à dire maman, c'est pour toi cette chanson que Laurent Ruquier la passe. Et moi aussi, je t'aime, maman. Et du rap et tous les petits. Ah oui. Non, mais par contre, lui, il va rien comprendre. Parce que c'est un coup sur ses relevés de sa scène de droit d'auteur, il va avoir des sous, il va rien comprendre. J'y pense, on n'est pas revenu sur la question que j'ai posée à Catherine et à Thierry, mais effectivement, Éric Besson, Luc Châtel, Daniel Cohn-Bendit et François Hollande seront invités régulièrement sur LCI pour commenter la Coupe du Monde de football. Et Pierre Ménez, Roland Courbis, tout ça et tout, ils vont aller au gouvernement, penses-tu? Thierry Roland, la culture, ça va être chouette. Je l'avais sur mon plat. Il est marrant quand même, Thierry. Vous qui l'avez fréquenté pendant des années. Oui, il est marrant. Il est marrant, Thierry Roland. Il est gentil, il est assez marrant. Il fait un bouquin sur les 13 Coupes du Monde auxquelles il a participé. Je l'avais sur le plateau, vous le verrez samedi soir. Mais c'est un gars plutôt sympathique, Thierry Roland. Il a quand même un peu la trouille parce que vous avez vu, les Français ont pas si mal joué mercredi. Et c'est vrai qu'il s'est engagé, Thierry, avec une marque de téléviseurs à rembourser les Français qui ont acheté cette marque et ce nouveau téléviseur si jamais les Français gagnent le mondial. Alors maintenant, il prie. C'est pas ça, c'est que si jamais on va en demi-finale ou quoi, tout le monde va se précipiter pour acheter une télé surtout. C'est terrible si cette marque doit rembourser tous les téléviseurs aux gens qui l'ont acheté parce que la France gagne la Coupe du Monde. Bon, il dit qu'il y a peu de chance. Il espère surtout qu'il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Tous les gens qui ont critiqué Domenech doivent s'excuser aussi, ça va faire du boulot. Ah oui, ça va faire du boulot. Ah, vous n'y croyez pas aux chances des Bleus? Non. De toute façon, moi, le foot, ça m'emmerde.
Ah, c'est bien que tu sois revenu. Qu'est-ce que... Ouais, mais les gonzesses encore plus. Qu'est-ce que vous allez faire alors pendant toute cette Coupe du Monde en Afrique du Sud alors? Parce que moi je pars avec Bénichou, je pourrais vous emmener aussi si vous voulez. Non, bah allez-y. Bénichou, vous craignez rien pour vos gonzesses, vous pouvez partir. Hein. On en trouvera là-bas. Oh, il revient en forme, dis donc. Oh, tiens, d'ailleurs, Alphonse, il paraît que vous avez fréquenté la même école qu'Olivier de Kersauzon. C'est un auditeur qui s'appelle Sébastien. J'en ai fait 11, moi, donc c'est fastoche. Hein. Olivier de Kersauzon et Philippe Alfonsi savent-ils qu'ils ont fréquenté la même école, comme le Premier ministre François Fillon, l'institution Saint-Michel des Perrets? Ah, c'est vrai, tiens. Ah ouais. Les petits bourgs, j'étais en t'as été école chez les curés là-bas dans... ça joue les costauds, c'était en école de curé, regarde-moi ça. Bah oui, j'ai été dans une école de curé, parce que j'étais tellement mauvais qu'on m'a foutu dans une école de curé. C'est quoi? Je vais te laisser ma place au milieu et vas-y. Tu veux lui péter la gueule, vas-y. Comment elle parle, C'était dans un beau château en plus. Comment elle parle, l'autre princesse là? Ouais, ça joue les grandes gueules, c'est des petites chiottes. Elle veut qu'on lui fasse une coupe de cheveux, la mignonne. On dirait un réveil qui a explosé, t'as vu ça? Avec tous les ressorts qui se barrent de tous les côtés. Attends, moi je suis une victime de la société, moi. J'ai été traîné dans les collèges. C'est pas moi qui suis allé de mon plein gré. Voilà. C'est le vice-président de l'association des anciens habitants de la région parisienne qui vous contacte pour que vous adhériez tous les deux à cette association des anciens élèves. En quelle année, toi? 62 par là. De 50 à 62. Non, je suis pas resté longtemps. Je suis resté ils m'ont viré au bout d'un mois, moi. Ah ouais. Ça se trouve, resté un mois seulement. J'ai balancé un banc. Il y avait un grand escalier magistral. Génial, oui. Et il y avait un curé qui me faisait chier. Et l'escalier faisait une belle courbe comme ça. Il y avait un banc au haut de l'escalier. Il montait l'escalier. Je l'ai balancé le banc sur la gueule. Des trucs de gamin, ça. Je trouve ça c'est mieux. C'est mieux que la bouteille, hein. Ce qui a fait qu'ils m'ont pas gardé, quoi. Ah bon, c'est bizarre, je trouve. Fabrice. Parce qu'Alphonse il s'est fait pendant 6 ans, lui. Il est resté... Et moi, je peux pas la faire depuis tout à l'heure. Non, mais enfin. Depuis tout à l'heure, ça hérite particulièrement. Non, mais allez. Ça hérite particulièrement l'amiral, ce genre de n'importe quoi. T'as vu comment il t'a parlé? Bah ouais, mais il parle, voilà, mais c'est parce qu'il est loin, t'as vu, il est de l'autre côté de la table, hein. S'il était à côté, ça, il n'aurait pas parlé comme ça. En plus, c'est quand même pas gentil, 6 ans. Fabrice, dans quel genre de collège vous êtes allé, vous? Exactement les mêmes. Ah, c'est vrai, vous êtes allé chez les curés, vous aussi? J'étais à Saint-Michel-de-Picpus. C'est pour ça que tu étais au courant pour Philippe Alfonsi, alors. Saint-Michel de Picpus. Et vous étiez bon élève, Fabrice? Ah non, j'ai été viré aussi, moi. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Il avait empiré le curé. Non, mais sérieusement. J'avais fait un pari, j'avais réuni de l'argent en fait avec les autres élèves, j'avais acheté des souris et de la mégisserie, j'avais fait un grand lâcher dans les couloirs de l'école. Un lâcher de souris? Et on imagine au coin du couloir comme ça. Allez, une petite question quand même, revenons à l'actualité dans l'hebdomadaire Le Point. On note le point commun, justement, qu'il peut y avoir entre les chanteuses du groupe Coco Rosie, les mannequins du dernier défilé de Vivienne Westwood et une candidate de la Nouvelle Star. Il paraît que c'est un phénomène apparu il y a 2-3 ans, phénomène qui s'amplifie. Quel est ce point commun? C'est physique? C'est physique. C'est vestimentaire. Elles sont anorexiques? Elles sont travesties? C'est plutôt accessoire. Elles ont un doudou? Non, pas un doudou. Travesties. C'est-à-dire quoi, travesti? Travesties. En fait, c'est des mecs habillés en fille. Non, elles ont des tatouages. Non, ce sont des femmes, les mannequins du défilé de Vivienne Westwood. Les filles chanteuses de Coco Rosie aussi sont des femmes. La candidate de la Nouvelle Star en question, c'est aussi une femme. Et elles ont tout un point commun. Et c'est vrai que c'est on va dire un accessoire de plus en plus présent. Elles sont tatouées. Pas tatouées. C'est un truc qui s'accroche. Percé. Un piercing? Non, des moustaches. Elles se font des moustaches. Bonne réponse de Titoff. Exactement. Pourquoi elles sont C'est pas très moderne, hein. Toutes les mamans portugaises en ont. C'est devenu une mode. Les beautés à moustache. C'est vachement beau. Les femmes maintenant se dessinent des petites moustaches. C'est un phénomène depuis. Comment ça, c'est bizarre? C'est bizarre, oui. Mais non, c'est plutôt rigolo. C'est pas si moche. Dans son monde à lui, c'est normal. Des gonzesses à moustache, des mecs sans bite et tout. C'est le monde merveilleux de Tonton Ruquier. C'est pour ça qu'il va aller voir. Il va aller voir le foot avec Bénichou.
Elles font peur. Hein. Moustache en Afrique du Sud. Elles font peur. Hein. Non, mais faut pas peur, elles sont très jolies. bah, pas du Franchement, tout, Olivier. Elles sont dégueulasses. Ça va, Philippe, fais pas si t'aimes pas, quoi, ça va. J'aime bien les gonzesses, c'est quand même du gâchis. Non, mais Luce, à la Nouvelle Star, c'était plutôt rigolo quand elle est arrivée. Lors du casting, tout ça, c'était bien décalé, c'est drôle, franchement. Il faut vous habituer à ce monde moderne, hein, Olivier. C'est sûr. On peut avoir un petit coup de la romance de la fête des mères, pour être sûr qu'on est vivant. Non, parce que, par exemple, je suis sûr que vous n'avez pas vu l'émission Dilemme qui passe en ce moment tous les soirs sur le câble. Joujou, vous l'avez regardé cette émission? J'ai vu un bout hier soir. Et ils ont proposé un dilemme monstrueux. En fait, ils leur proposent donc d'accepter des défis en échange d'argent. Donc c'est des candidats d'une émission de télé-réalité. Ils sont dans quoi? Dans un loft. Dans un loft. C'est une baraque, pareil. C'est la même chose. Et alors, on leur propose de l'argent contre des défis, c'est ça? C'est ça. Et hier, il y a un mec à qui ils ont proposé le défi suivant. C'était: est-ce que tu acceptes d'empocher 5 000 € en échange que ta mère débarque à poil dans la maison? Que qui? Que sa mère débarque toute nue dans la baraque. Et alors, t'as accepté? Bien sûr. J'ai dit oui tout de suite. Et le candidat le candidat, il a accepté. Et la mère? Et tu vois sa mère qui se dessape sur le plateau et puis qui va rentrer en petite culotte dans le truc. Non, vous savez, les choses évoluent vite en France. Sa mère, elle est d'accord. Mais la mère. Ah oui, elle est d'accord, la mère. C'est sur la musique, toi, maman. Bonne fête, maman. C'est vachement bien, on s'emmerde pas. Hein. Non, je trouve que Alexia Laroche-Joubert fait vachement progresser la télévision française. Ah, là, c'est terrible. Il y avait d'autres défis. Pour 10 000 €, seriez-vous prêt à vous raser la tête, par exemple? Fabrice, vous le feriez, vous, pour 10 000 €? Je fais même pas ce jeu, moi. Non, faites pas ça. Moi, pour 500, je vous rase la vôtre. Pour 6 000 €, accepteriez-vous de faire rentrer votre mère nue ou quasiment nue? 6 000 €. À 6 000 €. Ah oui, tu avais dit 5 000. Ah oui, vous avez pas compté la TVA. Pour 6 000 €, faites rentrer votre mère nue dans une pièce? Bah, bien sûr. Ah ouais. Et elle est d'accord? Ça, c'est un problème. Pour votre maman, vous, je sais pas si vous avez encore votre maman, vous accepteriez que votre maman arrive toute nue? Non, non. Hein. Et ta fille? Je sais pas, faut lui demander. Ta fille, elle le fait, hein. Et toi? Et pour beaucoup moins. Et toi, tu serais prête à faire l'émission nue? Non. Pour 6 000 €. Pour 6 000 €, elle l'a fait habiller. Alors je vois pas pourquoi elle l'a ferait nue. J'aimerais bien ça. Ah, c'est pas ça, oui, je me trompe de 2-0. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, évidemment. Mais à ses côtés aujourd'hui, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Philippe Alfonsier. Le retour d'Olivier de Kersauzon. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit Massimo Gardia, c'est l'Otari de la jet set. Il est méchant comme un peigne, gras comme une vache. Il a couché avec Sagan, il aurait mieux fait de la lire. Oh, c'est beau ça. Je trouve que c'est assez chouette. C'est pas mal. C'est une vraie langue de pute ça, mais c'est C'est génial. quelqu'un de méchant mais qui a du humour. C'est quelqu'un qui a femme qui a dit ça. C'est pas une femme qui a dit ça, et c'est quelqu'un dont, on va dire, les meilleurs papiers sont publiés chez Fayard. Et Patrick Besson. Patrick Besson, voilà. Excellente réponse, Isabelle Motro. Ça peut être que lui. Ah non, c'est assez drôle. Hein. Bon, alors, je préfère pas lire ce qu'il écrit sur moi. C'est pas dans l'extrait choisi dans la presse, mais j'imagine qu'on y a le droit. Tous ceux qui passent à la télé y ont le droit, mais c'est de toute façon très 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 drôle. Moi, je trouve pas qu'on puisse écrire quelque chose de désagréable sur vous. Ah. et si en plus, et je trouverais pas ça drôle. Non, mais Voilà. c'est gentil de me défendre. Non, moi, si Olivier. Besson, il s'est permis ça, il lui pétait sa petite tronche, lui. Non, ils sont. L'intellectuel de 6e catégorie, pour qui se prend l'autre tarlouse. Il s'en prend aussi à William Lémergie. Il dit ça, c'est le drame du type qui s'est levé trop tôt, trop longtemps, qu'on voit chaque matin à la télévision. Ariel Wiesman, un sémaphore dont la parole sautille maladroitement autour du vide. Waouh. Et moi, vous me donnez une bouteille de rouge, je vous fais le, bouquin dans l'après-midi. La bouteille de rouge, c'est pas pour moi, c'est pour vous. du Kersauzon d'ailleurs. Hein. Ah, ça pourrait être du Kersauzon. Ouais, moi, c'est un peu plus fin que ça. Tu vas me parler meilleur, toi? C'est parce que tu t'es fait pour l'accident. C'est bien, il faut que tu parles sur ce tour-là.
Moi, j'aurais jamais passé 6 ans chez les curés, mon cher Olivier. Il dit aussi, ça c'est pas faux, hein, c'est une vraie réflexion. Je ne comprends jamais pourquoi tous les films, ou presque tous les films, durent 1h30. C'est aussi bête que si tous les romans faisaient 200 pages. C'est pas faux ça quand même, ouais, c'est vrai. quand on réfléchit bien. Bah oui, mais enfin c'est pour convenir à la télé. Hein. Vous n'aimez pas Patrick Besson? Non, j'aime pas ce qu'il a dit sur Massimo. Massimo Gargia. Gargia, ouais. Ah, parce que vous le connaissez, Massimo Gargia, vous avez été un peu. Vous avez été un peu gigolo en même temps que lui à la même époque. T'en prie, tu vas me parler meilleur. Tu vas te retrouver gigole pincé, ça va te faire mal au fion. C'est pas ça le fond de l'opération, c'est que il est tellement immonde ce Massimo, c'est odieux de l'attaquer, c'est trop quoi. Ah oui, faut pas tirer sur une ambulance, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas une ambulance, c'est une flaque. Alors il y a un autre papier de Patrick Besson, parce que il écrit dans Le Point chaque semaine sur le dossier des retraites. On en parle beaucoup évidemment des retraites en ce moment. Vous êtes la retraite de Russie. Non, mais la retraite à 60 ans. Lui, il parle de la retraite, pourquoi pas à 80 ans, Patrick Besson. Et alors il décrit ce que ça donnerait. Il dit: quand José Gomez, 78 ans et demi, entreprit l'ascension de la plus haute grue du chantier, André Durafour, son contremaître de 79 ans, eut une appréhension. Ce serait trop bête si à 1 an et demi de la retraite, José était victime d'un accident de travail. André connaissait les problèmes de santé du grutier. Après une hernie discale qui avait tenu celui-ci éloigné du chantier tout l'hiver, il s'était plaint d'un rhumatisme articulaire quelques jours après son retour au travail. Il avait en outre des problèmes de vue. Il avait perdu l'usage de son œil gauche à la suite d'une partie de pétanque où son partenaire, jeune retraité de 84 ans, avait confondu sa tête avec le cochonnet. De surcroît, son œil droit faiblissait chaque jour. Voilà ce que ça donne. Et il montre un peu ce que pourrait devenir un pays où on travaillait jusqu'à 80. Il fait les acteurs de cul ou pas? Pourquoi? T'imagines Rocco à 78 ans qui arrive plus à... Avec du Viagra, il peut y arriver, Rocco, encore. Il aura plus qu'un petit bout de peau qui sent le pipi, mais il pourra le mettre dans l'amidon. Hein. Tu vois que c'est plus fin que Patrick Besson, tu vois. C'est joli. La retraite à 60, 62, 63, 65. Vous préconisez quoi, Philippe? Méfiez-vous, je peux en tenir des conséquences. Alors franchement, alors là, non, ça dépend de si vous avez un boulot dur ou pas dur, c'est tout. Et c'est à quel âge vous avez commencé aussi. Ça qui est scandaleux. Il y a des gens qui commencent à bosser à 14, 15 ans. Ouais. On va pas les faire travailler jusqu'à 70 ans. Au contraire, s'ils ont commencé à 15 ans, ils savent faire que ça. Ils sont habitués. C'est vrai. Ceux qui prennent des loisirs, les mecs ils ont jamais pris de loisirs, tu leur enlèves le boulot, ils craquent, ils meurent. Faut faire bosser de 12. Les gens allaient mourir au travail. Mourir au travail. Mourir au travail. Ça c'est beau. Comme Molière. Mourir au travail. Et Dalida. Et chaque journée, l'usine jetterait les travailleurs morts dans une grande benne et on boirait le truc pour nourrir les chiens du quartier dans une ambiance d'économie de guerre, quoi. Ah, les chiens, ouais. ou pas les chiens. Et puis on en récolterait des belles pantoufles à la sortie de la benne. Voilà un beau projet, une belle réforme des retraites. Je trouve que c'est pas mal, ça. Yannick Noah chante Angela, c'est son nouveau single. Mais il a quel âge? Yannick Noah? Il n'a pas 60 ans, Yannick Noah? Écoutez, en tout cas, il a à peu près l'âge de Marie-Myriam, c'est la dernière fois qu'on a gagné. Depuis 1925, c'est arrivé une seule fois, le 30 mai 2000. C'est quoi donc? Coupe d'Europe en France. Non, du tout. Mais c'est lié évidemment à l'actualité, vous l'avez compris, puisque c'est le principe même. C'est lié à Roland Garros. De notre jeu si amusant. Ah oui. Est-ce que c'est parfait, hein? Un événement sportif? Pardon. Un événement sportif. C'est lié à un événement sportif. C'est Roland Garros. C'est lié à Roland Garros. C'est le nombre de Français éliminés. Non. Non, c'est le nombre de Français en finale. Non, je pense qu'il y a un rapport avec la pluie. Oui. Ouais. Alors allez-y. J'en sais rien, mais peut-être que. Il y a beaucoup plu. C'est arrivé qu'une seule fois qu'il y ait une journée où on ne puisse pas du tout jouer à cause de la pluie. Excellente réponse de Joujou, il est parfait. Ah non, vraiment. Bah oui, parce qu'on entend pas mal de gens protester en ce moment sur le fait qu'il serait quand même temps de mettre un toit amovible au-dessus de Roland Garros comme à Wimbledon, parce que il y a pas mal de matchs qui sont ou reportés ou interrompus à cause de la pluie, mais quand même on nous rappelle aujourd'hui dans les journaux que c'est au final quand même depuis 1925 c'est arrivé qu'une seule fois qu'il y a eu une journée entière annulée à cause de la pluie. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un toit pour ça? Moi, j'étais il y a 2-3 jours. Vous étiez à Roland Garros? Oui, j'ai eu 10 minutes de tennis. Pourquoi vous êtes arrivé à la fin du match? Non, pour ce genre d'événement, en général, j'arrive même en avance. Mais
Il y avait 10 minutes, j'ai vu un quart d'heure de tennis. Pourquoi la pluie Parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir, tout ça. C'était quoi, le match ? À mon avis, chaque année, les organisateurs, ils se disent, on met le toit, on le met pas. Ils disent, non, ça va, l'année prochaine, il va faire beau. Faut pas le Ils y mettre. croient, quoi. Ils sont optimistes. Ils pensent qu'un jour, il va pas pleuvoir au mois de mai. Non, mais on pourrait le faire en Afrique, par exemple. Le tournoi ? Ouais. Pourquoi ? Comme ça, tous les joueurs français, mon fils, tout ça de son gars jouera à domicile en plus. Non, Fabrice Eboué, pas vous. Pas vous, quand même. C'est-à-dire que même dans le tennis, maintenant, il n'y a plus que des noirs. Force est de le constater. C'est pourtant un sport bourgeois. On conservait quand même une élite blanche. Je suis désolé pour vous, mais là, vous avez vraiment plus rien. Quand il vous reste le ping-pong, je crois. En tout cas, voilà, Roland Garros ne sera pas gagné par Gaël Monfils. Il a été éliminé depuis. J'ai pas vu, parce qu'après, il était 10h du soir, je suis rentré, quoi. Quand t'étais avec Bénichou, voir ça ou quoi? Non. Que le sport, ça se fait avec Bénichou, il paraît. Oh, vous n'avez pas de jaloux de Pierre, Olivier. Non, attends, je vous sortirai, moi aussi, si vous voulez. Non, je tiens pas du tout. Tu vas voir, tu vas découvrir des endroits. Il est content, en plus, parce que vraiment, il a parlé de toi toute la semaine, il t'attend avec impatience. Pierre, là, il se disait, mais quand est-ce qu'il revient, Olivier? Quand est-ce qu'il revient? Il a eu son passage à vide. Vous avez loupé ça. Il y a eu un petit moment de dépression quand vous êtes parti. C'était même un passage sous vide, carrément. Il était pas bien. Et puis là, il est revenu en forme depuis une semaine à peu près, jusqu'à ce qu'il apprenne que vous reveniez. Mais vous le verrez la semaine prochaine, vous verrez. Il est maintenant en tenue entière de supporter, il est tout en bleu et en jogging. Et il a pris ses billets pour l'Afrique du Sud. Ça doit bien lui aller, ouais. C'est beau parce qu'il met le jogging avec des mocassins, c'est magnifique. On dirait Fidel Castro. Il va faire son voyage en Afrique du Sud, alors. Oui. Vous êtes bien allé à Shanghai, vous, pour l'exposition universelle. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de voyager, quand même. Shanghai pour me marrer, d'abord. Ah oui, c'était bien, alors? C'est vachement bien. Parce que je me demandais vraiment quelle était la raison précise pour laquelle vous étiez là-bas à l'exposition universelle. Non, j'étais à Shanghai et il y avait aussi l'exposition universelle. Ah. Il y avait 2 événements à Shanghai. Mais pourquoi? C'est pour rencontrer des jolies Chinoises? Non, mais moi je connais des gens à Shanghai, c'est tout. La Chine, c'est intéressant. Mais donnez-moi des noms des gens que vous connaissez à Shanghai. Vous ne parlez pas le chinois, ça vous servira à quoi? Bah oui, mais j'aime bien apprendre, moi. Vous n'allez rien apprendre du tout. De toute façon, je ne donnerai pas le nom des gens que je connais à Shanghai à un mec qui va en survette bleu avec Bénichou en Afrique du Sud. Pas une casquette à la pépé aussi. Des sacs plastiques avec des protège-couilles. Tous les deux les deux en bleu, là. Ah ouais, les deux en bleu. Avec leur gueule de retraité et tout ça. Je trouve coquet, je trouve circoncis là-bas. Ça va bien. Et je suis sûr qu'en plus, pour le retour de l'amiral, le beau Pedro nous écoute aujourd'hui. Forcément. Je suis sûr. Alors là, c'est sûr que Pierre nous écoute aujourd'hui. Oui, il doit faire des tours de rond-point dans sa voiture, dans sa petite voiture. Et croyez-moi, vous là, le Schtroumpf noir, vous allez. Là, il va payer. Vous allez payer. Ah bah vous. Le Schtroumpf noir, c'est Gargamel. Vous, il n'y a rien à ajouter derrière Schtroumpf. Ça s'arrête là. Dans un instant, après les Schtroumpfs, la deuxième partie de notre Schtroumpf. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon. Le retour d'Olivier parmi nous. Et vous voyez, les choses n'ont pas changé. On a des auditeurs qui appellent, qui aiment jouer. Marianne, Bruno, par exemple, c'est leur cas. Ils rêvent, eux aussi, d'aller à l'hôtel Martinez à Cannes, passer 2 nuits dans ce célèbre palace au panorama époustouflant, magnifique, sur la baie de Cannes. Historique. Oui, tu aimes jouer, Bruno, hein? Vous en rêvez, Marianne et Bruno. Marianne. Vous aimez jouer, hein? Marianne est à Toulouse, il faut vous dire. Bonjour, Marianne. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Olivier, qui n'avait pas posé cette question depuis très longtemps, s'interrogeait et me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Marianne? Alors, je suis étudiante en 3e année de classe préparatoire au concours de l'École normale supérieure de Lyon. Ah oui, pour devenir quoi? J'aimerais bien soit journaliste, soit interprète de conférences, en fait. Vous nous écoutez? Un peu de tapin entre-temps?
c'est ça. Peut-être qu'on passe entre les groupes. Non, enfin, écoutez, alors là, franchement, oui, Fabrice. Ça devient un petit peu trop cette émission. Il faut bien financer entre ça, l'autre qui soutient les jeteurs de bouteilles d'eau. Moi, je vais arrêter, je pense. Ouais, c'est vrai, Fabrice. Non, on va trop loin. Non, mais surtout, tu avais un job, quoi. Et puis là, tu vois, tout le monde veut faire le même boulot que toi, quoi. Je vais dans des émissions plus courtoises. Par exemple. Courtoisie. Allô, bonjour, c'est Fabrice Eboué. Voilà, je voudrais travailler chez vous. Vous nous écoutez tous les jours, Marianne? Quand je peux, oui, quand j'ai pas cours, oui. Il commence des blagues sans avoir la chute. Il dit j'attends peut-être en cours. J'ai appris ça d'un monsieur qui est sur Europe 1. Il s'appelle Pierre Bénichou. Pour démarrer, c'est comme si tu disais c'est deux Belges et un Américain. Voilà. Tu vois, ça a été drôle là, tu vois. Bruno est en Lettonie. Pourquoi vous êtes puni, Bruno? Non, c'est absolument magnifique. C'est pas moi qui allais le faire. Hein. Je suis allé à Riga avec Isabelle Mergo pour commenter l'Eurovision. À chaque fois, j'en parle, mais c'est vrai, on a passé 2 jours avec Isabelle là-bas à Riga. Quel souvenir. Enfin, vous étiez là-bas pour travailler et vous y étiez le pire jour. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Parce que c'est plein de monde, tout est plein, tout le monde est sous. Non, l'Eurovision, c'est le jour où il ne fallait pas aller à Riga, c'est le jour de l'Eurovision. Bon, et vous alors, vous y êtes pas pour travailler, Bruno, à Riga? Si, et justement, moi j'ai une agence de voyage et donc je fais venir des Français, des Espagnols, des Anglais. D'accord. Qui viennent visiter Riga. Marianne, Bruno, attention, il va falloir me dire, avant les 6 chroniqueurs ici présents, pourquoi Hardy, qui est indonésien, à la fois amuse et inquiète tous ceux qui le voient depuis hier sur... Parce qu'il fume et il a 2 ans. Il fume et il a 2 ans. Bonne réponse de Bruno. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a? La totale, la musique et tout. Là. Il est hystérique, Bruno. Et à part ça, il s'emmerde pas. Ouais, c'est ça. André nous écoute. Parce que c'est vous alors. Un mec qui nous écoute à Riga, il va se faire chier sévère. Bruno, vous passerez un séjour de nuit à Cannes, à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette, la référence de l'ultra luxe sur la rivière. Imaginez-vous, Bruno, déjà au Martinez, palace art déco, construit à la fin des années 20, face à la mer. Au loin, Olivier de Kersauzon qui vous fera des petits signes. Car l'hôtel, il faut le dire, bénéficie d'un panorama époustouflant sur la baie de Cannes. Vous pourrez vous détendre dans la piscine extérieure, chauffée à 30 degrés toute l'année. Des top modèles laitons vous attendront. Au spa du 7e étage, des gros moustachus. Oui, il y en a pour tous les goûts à l'hôtel Martinez. The plage privée de Cannes, le must du festival. Pour vous servir, pas moins de 8 concierges, tous avec des clés d'or. Sans oublier, bien sûr, que vous pourrez bénéficier de 2 couverts au restaurant Le Relais. Le grand chef Christian Sinicropi vous attend. Il a régalé tout le jury de Cannes pendant toute la durée du festival. Et il t'a gardé les restes. Vous allez rêver grâce à Monsieur Martinez et Mme Martinez. Bon séjour à Cannes. Là, je vous ai fait la totale, Bruno. Hein. Je peux pas la faire. Totale. Juste une chose, vous avez dit que c'était art déco. Vous êtes sûr que c'est pas art nouveau? Écoutez, vous n'avez pas. C'est la capitale de l'art nouveau. Ouais. Donc je connais. Mais années 20, c'est pas art déco. L'art déco, c'est le handicap. Vous venez de perdre votre séjour à Cannes. On vous embrasse, Bruno et Marianne. Merci, bravo. Merci. Juste une chose, quand même, Tita, vous avez vu ces images, parce que je sais que vous regardez le journal décalé de télé. Et alors, le gamin qui fume. C'est là où j'ai vu le gamin qui fumait hier. C'est assez incroyable. Il y a 2 ans, le gamin. Mais j'ai pas vu j'ai vu sur le net. Il fume 40 cigarettes par jour. 40 clopes par jour à l'âge de 2 ans. Au moins, c'est pas du tabagisme passif pour une fois. Voilà au moins quelqu'un qui prépare sa retraite dès maintenant. Et il fait des rondes fumées. Ouais, mais il sait pas lire, il peut pas avoir les préventions sur les paquets aussi, c'est peut-être pour ça. Ah oui, il a pas lu que fumer tue, évidemment. Il est originaire de l'île de Sumatra, en Indonésie. Il fume donc 40, n'exagérons rien. 40 cigarettes. Ah bon, ça va alors. 40 cigarettes par jour. C'est des lights. Mais comment il fait pour en acheter? C'est ses parents, hein, parce qu'en fait, il est par an, mais 40 cigarettes par jour,
c'est quand il boit pas d'alcool. Hein, parce que non, mais ses parents ne peuvent pas. Ils sont pauvres en plus. Ils sont pauvres, ils sont obligés de faire des pipes pour payer les cigarettes du petit, quel drame. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils ne peuvent pas lui enlever les cigarettes parce qu'il est devenu dépendant. Puis il est vachement fort. À 2 ans, un môme, ça déplace 600 kilos d'un coup d'une cyclone. Mais ils les trouvent comment? Il faut bien les payer. Nous allons enquêter sur les parents et sur l'entourage de l'enfant. Leur comportement ne paraît pas ce que j'aime bien, c'est ce que dit le responsable du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance là-bas en Indonésie, qui dit leur comportement ne paraît pas favorable à son développement. C'est-à-dire qu'ils en sont pas sûrs encore. Non, mais faut surtout, qu'ils enquêtent. sa préférée, c'est la cigarette après le biberon, surtout. Ça c'est mignon, j'imagine. Ouais. Et puis surtout, souvent les bodys, moi je vois les bodys de ma fille, il y a pas la poche pour mettre le paquet, quoi. Je sais pas si vous avez vu la photo du gosse. Je vous la fais passer. Il est énorme. Ah oui, il est énorme. Très, très il fume pour maigrir peut-être, tout simplement. Et oui, il peut pas arrêter parce qu'il a peur de grossir. C'est ça. Ah, oui. Il commence la cocaïne la semaine prochaine. Nous reviendrons à la culture et à d'autres questions après la pub. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice Eboué? Non, il vient d'en sortir une bonne. Et qu'est-ce qu'il a dit, Olivier? Non, il se demandait s'il a le droit de fumer à la crèche ou si c'est un lieu non fumeur ou pas. En Indonésie, manifestement, les lois ne sont pas aussi difficiles et dures que chez nous. Voilà, c'est ça. J'allais vous interroger sur le chanteur d'opéra sud-africain Sifiwo Ntshebe. Sifiwo Ntshebe, c'est son nom, à 34 ans. Et il devait chanter pour le match d'ouverture du 11 juin de la Coupe du Monde, là-bas en Afrique du Sud. Ouais. Et finalement, il ne chantera pas. Pourquoi? Il a été remplacé par quelqu'un. Il va être remplacé. Il est malade, il est pas bien, il est pas en forme. Non, ça c'est sûr. Il est next. Il est mort. Il est mort. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, c'est cool. Ça, c'est quand même pas de bol. Le mec doit chanter pour la cérémonie d'ouverture du 11 c'est pas de bol juin. pour qui, d'ailleurs? Je sais pas, parce qu'il chante peut-être bien. Il est mort de quoi? Je sais pas. 34 ans, c'est jeune, hein. Il avait commencé à fumer à 6 mois. Vous vouliez rendre hommage, justement, à propos de disparu, à Georges Chetoshin, Philippe. Je voulais rendre hommage, oui, parce que, d'abord, Georges Chetoshin... D'abord, il n'y a pas 10 000 morts cette semaine. Voilà, d'abord. Célèbre. Le pauvre, ouais. Non, mais Georges Chetoshin, vous le connaissez certainement. Peut-être pas de nom, parce que c'est un peu difficile de se souvenir de ce nom-là, mais quand même. De visage, c'est certainement. Hein. Il est mort à l'âge de 72 ans. 73. Et c'était... Ah oui, quand t'as bossé sur le dossier. Vous êtes sûr de ça? Ouais, absolument. T'as vu le ton, surtout, ce qu'il dit ça. Alors, c'était ce monsieur à cheveux blancs avec l'œil malicieux derrière ses lunettes de prof, là, qui régulièrement venait dans l'émission. Il n'y a pas photo de Bataille et Fontaine. Autant vous dire. Et puis récemment, d'ailleurs, ça c'était à la fin des années 90, et puis plus récemment dans l'émission de Morandini sur Direct 8, et qui décryptait comme ça les comportements des gens du showbiz, enfin des people, quoi. Hein, en fonction, mais moi je trouvais ça grotesque. C'est-à-dire qu'en fonction des gestes ou de ce qu'on faisait avec les mains, il dire quelque chose. Voilà. Pourquoi c'est comme un mentaliste? Genre par exemple, s'il est comme ça veut vraiment dire qu'il est mort chez Toshin. Voilà, s'il est bien raide par terre, ça veut dire qu'il est mort. Non mais c'était con, franchement. Mais oui, mais attendez, c'était vachement bien. Ah ouais. Et non, mais enfin, pourquoi tel... En plus, le comportement, c'est très significatif, les gestes. Mais je comprends que vous aimiez pas ça, parce que si on analysait vos gestes, vous sachiez. Non, voilà. Pourquoi Laurent saute sur sa chaise en parlant? Attends, il a fait un geste avec son doigt qui est assez équivoque. Là, il a un comportement. Il est agressif en plus. C'est drôle. Il a un comportement à risque. Là, je trouve. Supportez pas qu'on analyse vos gestes. Oui, il était gentil, Monsieur Chetoshin. Voilà. Il faisait un peu le clown. Non, attendez, c'est pire que ça. Parce que c'est vrai que c'est un vrai prof. Hein. Ah oui. Il a été 20 ans professeur de marketing là à l'université. Il avait trouvé de quoi occuper sa retraite alors. Ah non, pas du tout. C'était pas sa retraite. C'était beaucoup plus malin que ça. Il est venu faire le malin à la télévision le jour où il a acheté sa toge de professeur là de Dauphine Paris 9. Et il a monté un cabinet de consultants, quoi. Voilà. Et à partir de là, il fallait qu'il sorte de l'anonymat universitaire et venir à la télé. Pas con. On dit quoi? Il était comportementaliste en fait. Ouais. Non, c'était un spécialiste du marketing qui est passé de la théorie du marketing classique, là vous savez les 3 P, la prix, promotion, je sais pas quoi, à justement une étude du comportement. Voilà, il est devenu très profond, ça. C'était très intéressant. Et c'est lui qui vous disait quand quelqu'un fait beaucoup de
geste comme ça qu'il est sourd-muet. Voilà. Ouais. Non, je vous donne un exemple. Par exemple, il disait, il a fait beaucoup pour le mime Marceau. Le marketing aujourd'hui, bon, bah, ça dépend plus de la façon dont les gens réfléchissent, etc. On ne s'occupe que de ce qu'ils font, de comment ils se comportent devant comment on appelle ça, une gondole, dans un magasin. Non, ça pouvait être utile pour, par exemple, les entretiens d'embauche. C'est-à-dire qu'on vous donnait des conseils, et c'est vrai, c'est ce qu'il faisait aussi. Ça aussi. De dire, tiens, voilà, vous êtes en entretien d'embauche. Vous grattez pas le nez. Voilà, vous grattez pas le nez, faites pas ci, faites pas ça. Ah ouais, ça c'est, on a besoin de lui pour savoir Ne ça. sautez pas sur votre chaise. Voilà, quand vous parlez. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Ce qu'il disait, c'est par exemple, faut pas croiser les bras, parce que sinon ça veut dire que t'es sur la défensive. Voilà, exactement. Et par exemple, il disait, de Sarkozy, il disait, à chaque fois qu'on lui pose une question gênante, il a les sourcils en accent circonflexe comme un élève pris en faute, du style, c'est pas moi qui ai fait tomber l'encrier. Bon. Mais voilà, mais ça allait pas très loin, ça pissait pas loin quand même. C'est pas bien de dire ça à quelqu'un qui vient de nous quitter. Oui, mais en revanche, c'est vrai que c'était un très très bon conseiller en marketing. Bon. Et alors, il avait lancé un certain nombre de... Non, il avait prévu un certain nombre de trucs, le hard discount et des choses comme ça. Et là, il nous annonçait la fin des hypermarchés. Très important. Oui, la fin des hypermarchés qui correspondent plus du tout au comportement disait-il, des clients. Parce que ça, c'était dans les années 70. On voit pas mal d'hypermarchés. Ils ont du mal à bouger. Ouais, ils sont lourds. Ils ont le rayon à moitié fermé. Ouais. Les mammouths ont déjà disparu. C'est un peu comme les mammouths, quoi. Pourtant, lui, maintenant, il va connaître la vie au champ. Non, il disait un truc assez marrant. Il disait, il faut pas confondre les consommateurs et les clients. Il dit, les consommateurs, c'est les mecs qui rêvent d'avoir une planète pas polluée, etc. Les clients, c'est des mecs qui roulent en 4x4 et qui jettent leur paquet de clopes par la fenêtre. Donc, c'est ceux-là qu'il faut servir. D'ailleurs, t'étais pas très citoyen, comme conseil, Mais voilà, il faut plutôt aller vers les clients que vers les consommateurs. Il faut pas s'occuper de ce à quoi ils croient, mais ce qu'ils font. Voilà. Bon, il était plutôt marrant quand même, Monsieur Chetoshin. Mais oui, voilà, Monsieur Chetoshin, paix à son âme. On aimait bien le voir. Moi, je l'aimais bien. On aimait bien. Contrairement à vous, je l'aimais bien. Moi, j'ai de la peine qu'il soit mort. Mais moi aussi, Monsieur Kersozon, moi aussi. Et je regrette qu'il soit pas avec nous aujourd'hui. Mais on peut pas parce que d'abord. Il se foutrait bien de votre gueule avec vos comportements que vous avez. Avec vos gestes. Alors, vous avez vu vos petits gestes que vous avez, ouais. Vous avez vu vos gestes, vous là, vous êtes là à triturer les touillettes. Vous m'énervez. Est-ce que je triture les touillettes, moi, monsieur si je demandais à monsieur, tiens, s'il était là, Monsieur Chetoshin, il saurait sûrement m'expliquer pourquoi. Il dirait que c'est un être généreux et bon. Moi, Quand on triture une touillette, on est généreux et bon. En train de regarder un animal excité, pervers et malsain. Et il dirait que je suis un des bienfaiteurs de l'humanité, de venir ici à vos côtés pour essayer de remettre de l'humain dans vos gestes et vos paroles. Aïe. Ça c'est un geste de solidarité que vous venez d'entendre vis-à-vis de Joujou qui s'ennuyait. Et parce que dès que je m'intéresse plus à lui, Joujou est un peu jaloux. Il faut le dire. Allez, une question toute simple, normalement vous devriez répondre facilement. Où vit-on le mieux au monde? C'est même un titre de François aujourd'hui. En France. Non. C'est toujours dans les pays scandinaves. Puisqu'une enquête vient d'être publiée, un classement mondial des villes où il fait bon vivre. Copenhague. C'est un nom de ville que je vous demande. Une enquête publiée par le cabinet de conseil Mercer. Étude élaborée à partir de 39 critères prenant en compte divers facteurs politiques, économiques, environnementaux ou encore la santé et les transports. La France avec Paris n'est qu'à la 34e place. Non, Paris, c'est pas étonnant. C'est toujours Marseille. C'est pas Marseille, non, parce que la France est 34e avec Paris, mais c'est donc pas une autre ville française. C'est que des capitales. Mais il y a l'état des gens aussi, c'est-à-dire il y a des pays qui sont plus ou moins dépressifs que d'autres. Ce ne sont pas que des capitales. On demande l'avis, parce que c'est ça aussi. C'est que l'Europe. Pardon, mais c'est l'impression aussi des gens. Parce que quand on fait le sondage, est-ce que vous êtes heureux de vivre dans telle ville? Il y a des gens qui sont plutôt, on va dire, optimistes. Il y a des critères objectifs et c'est un classement mondial puisque c'est un classement américain. Alors je crois que c'est Bagdad. Non. Juste avant Bassora et Kaboul. Ça ira mieux. Non mais c'est souvent Copenhague ou Stockholm ou des villes comme ça. Non, mais c'est pas Copenhague ou Stockholm. C'est pas en Europe. C'est en Europe. Ah, c'est en Europe. C'est en Grèce. D'ailleurs, l'Europe est à l'honneur dans ce classement des villes où il fait bon vivre. L'Europe du Nord.
Non. Les 3 villes en tête sont des villes européennes. En Italie? Corfou? Non. C'est pas l'Italie? C'est pas l'Italie. Espagne? Et après, on a des villes effectivement d'autres continents comme Vancouver au Canada et Auckland en Nouvelle-Zélande qui sont 4e et 5e. Espagne? Les villes où on vit le mieux. Où on vit le mieux, puisqu'Olivier fait son retour. Il est allé fumer avec le gamin de 2 ans. Et... Ouais, il m'a pris mon paquet. Ah oui, gérontophile en plus. Oh là. Alors, quelle est la ville où on vit le mieux au monde d'après ce classement du cabinet américain en question? C'est pas Le Havre? Non, je vous ai dit que c'est pas une ville française. Londres est 39e, derrière Paris quand même. Barcelone? New York se classe juste après Madrid à la 49e place. C'est une ville dans laquelle il y a du soleil? Pas plus que ça, non, mais où apparemment, niveau santé, moi perso, je suis pas sûr que j'aimerais y vivre. Berlin? Non, remarquez, j'y suis jamais allé pour tout vous dire dans cette ville. Alors, il faudrait trouver le pays déjà. Est-ce que c'est dans dans l'hémisphère nord ou au sud? Non, mais c'est un pays auquel on ne pense jamais. Nuremberg? Non. C'est l'Europe de l'Est? Je suis pas sûr qu'on appelle ça tout à fait l'Europe de l'Est, mais oui, on va dire oui. C'est pas tout à fait Prague? Non, en Pologne? pas Prague. Vienne? Varsovie? Vienne. Bonne réponse. D'Isabelle Motro. Vienne. Qu'est-ce que c'est les critères objectifs alors? Vienne, il paraît qu'il y a des caves bien humides pour les enfants. Ça, l'Autriche pour ça et son numéro 1. C'est assez curieux, c'est vrai. curieux. Moi, j'irais pas vivre en Autriche. Non. Le Tyrol, ça doit être sympa. La capitale autrichienne reste la ville la plus agréable selon ce classement américain. Oui, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles questions ils ont posées pour obtenir ce genre de réponse. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont demandé aux gens, quoi? Par exemple, c'est La pas, propreté. on n'a rien demandé aux gens, ce sont des critères. Le bord de mer à Vienne, c'est magnifique. J'ai des amis qui sont allés il y a pas longtemps. Le soleil de Vienne. J'imagine que c'est par exemple le nombre de musées pour juger du niveau culturel de la ville. C'est par exemple, j'imagine, le nombre de cabinets médicaux. Est-ce que les gens sont bien remboursés pour la santé? Est-ce qu'il y a assez de vélos, de restaurants, d'espaces verts? Est-ce que les gens meurent âgés là-bas ou pas? Enfin, c'est tout ça. On n'a pas posé. D'accord. On n'a pas posé de questions aux gens. C'est comme le classement du point régulièrement sur les villes françaises. Vous voyez, c'est en fonction de critères objectifs. D'ailleurs, c'est là-bas où le président a été réélu avec je sais pas combien de. Exactement, à Vienne, bien sûr. C'est beau, Vienne. On va écouter. Barbara. On va écouter François Feldman là. C'est vrai que c'était joli cette chanson. Les valses de Vienne. Les valses. Joli, c'est pas le mot. Que deviennent les valses. Comment c'était déjà? Je sais pas. Que deviennent. Les valses de Vienne. C'est vrai que c'était joli. Maman. Vous voulez que je vous dise pourquoi c'est bien de vivre là-bas? Parce que là-bas, ils connaissent pas cette chanson. François Feldman, on l'a oublié ici aussi. La fête des mères à Vienne, ça doit être vachement bien. Bien sûr. Je sais pas s'il y a une fête des mères à Vienne. Non, il n'y a pas de mère. Non, ils n'ont pas eu de pétain. Mais non. Il y a des mamans en Autriche comme il y en a partout. Oui, mais il n'y a pas la fête des mères dans tous les pays. Il y a des pays qui ne fêtent pas la fête des mères. Bien sûr. Comment ça, il y a des pays qui ne fêtent pas la fête des mères? Sûrement, oui. Au Gabon, il n'y a pas de fête des mères. Croyez pas ça, parce que alors justement, c'est pas la fête des mères, mais je peux vous dire que par exemple au Togo et au Monténégro. Mais c'est pas pareil, le Togo, le Monténégro et le Gabon, faudrait peut-être la grossièreté culturelle de ce mec est colossale. D'abord, Monténégro, c'est pas en Afrique, alors c'est quoi? Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il n'y a pas de mer? Je vous ai pas, j'ai pas dit que c'était forcément en Afrique. 2, ça concerne pas la fête des mères, mais ça concerne une fête, et c'est la première fois qu'on la célèbre cette fête au Togo ou au Monténégro. Alors. C'est une fête qu'on a chez nous? Une fête qu'on a chez nous. C'est la fête des voisins. La fête des voisins. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Ils ont copié. On en parlait déjà hier, puisque c'est ce soir la fête des voisins, des tonnes de taboulés, de quiche Lorraine et d'amuse. Le taboulé. T'as choisi ton jour pour revenir. Tu vas pas te faire chier ce soir. Vous avez des voisins, Olivier, forcément des voisins. J'ai pas de voisins. Ben si, comme tout le monde, vous avez des voisins. Pas de voisins vivants. S'il est en mer, il risque pas d'avoir de voisins. Que des voisins morts. Il habite dans un cimetière. Vos voisins vont préparer un peu de taboulé, des quiches Lorraine. Vous allez vous installer dans la cour de votre immeuble ou de votre cage
d'escalier, et avec le concierge, avec la petite vieille du 3e, le couple de célibataires qui vivent en coloc au 1er étage. Tous, vous allez vous réunir ce soir autour du taboulé avec quelques petites bougies. On met des bougies. C'est obligatoire le taboulé là? Quand la nuit tombe, c'est pas obligatoire. Les bougies aussi, c'est obligatoire. Mais une bonne fête des voisins sans taboulé, ça marche pas. C'est pas une fête des voisins. Alors, ils ont fait un truc marrant dans le Parisien, je sais pas si tu as vu ça aujourd'hui, parce que elle a 10 ans, hein, on le disait hier, elle a 10 ans déjà, la fête des voisins. C'est qu'ils ont pris la photo qu'il y avait il y a 10 ans des voisins qui étaient ensemble ils étaient pas nombreux à l'époque pour célébrer la fête des voisins. Même place. Et ils ont repris tous la même place et on les voit 10 ans plus tard. Personne n'a déménagé. Alors oui, il y en a quelques-uns qui ont déménagé, d'autres qui sont morts. Voilà, on voit comment on évolue en 10 ans. On vieillit, en fait. Et ben, je peux vous dire, du taboulé une fois par an, ça maintient. Il a habillé pareil, dis donc. C'est assez rigolo comme idée. Ah oui, un petit asiatique, il a pas été expulsé entre nous. Alors il n'y a pas que la fête des voisins, il y a les apéros géants. Je sais pas si vous en avez entendu parler, Olivier, mais depuis que vous êtes parti, c'est devenu la mode, mais partout en France, au point que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Hortefeux, soit obligé, si ce n'est de les interdire, en tout cas de les encadrer par des CRS. Et il y a quelqu'un aujourd'hui dans la presse qui dit que, franchement, lui, il aurait adoré, s'il était plus jeune, participer à un apéro géant et qu'il ne comprend donc pas qu'on s'en prenne ainsi à ces manifestations. C'est Borloo. Non, c'est pas Jean-Louis Borloo. Non, c'est Johnny Hallyday. C'est pas Johnny Hallyday. C'est un vieux alors, quelqu'un d'assez Général âgé. de Gaulle. Quelqu'un qui dit j'aurais adoré, si j'étais plus jeune, participer à un apéro géant. Un Faut être politique. vraiment vieux pour pas y aller. Politique qui dit Alors, ça? devinez, oui, c'est un politique qui ça peut être. C'est forcément. Nicolas Sarkozy. Non, c'est forcément dans ces cas-là. Jack Lang. Jack Lang, bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, quand on a inventé la fête de la musique, forcément, on est aussi pour l'apéro géant. Et Jack Lang qui dit même, franchement, à Paris en plus, où le moindre café coûte 2 €, on peut comprendre que les jeunes préfèrent amener leurs boissons eux-mêmes, se réunir dans un parc sur le Champ de Mars ou ailleurs pour faire leur apéro eux-mêmes plutôt que d'aller devoir dans des cafés où on peut plus fumer en plus. À l'âge de 2 ans même, on n'a pas le droit de fumer. Et participer à un apéro géant, ça a quelque chose de convivial. De plus en plus de fumoirs à Paris quand même, heureusement quand même, dans les restos. Il y a plein de restos avec des fumoirs et ça c'est vachement bien. Vous n'avez plus besoin d'aller vous geler les couilles, vous allez au fumoir. C'est vachement Il faut même des confortable. sussoirs maintenant. Il y a des quoi? Des sussoirs. Des sussoirs. Tu sais, ils ont même remplacé pour toi, Philippe. Et après la Pi Hour, ils font la Pipe Hour maintenant. un verre. Alors vous devriez pas parler, vous, Titoff, parce que j'ai lu qu'à Marseille, plus ça allait, plus on fumait dans les restaurants. C'est une enquête qui vient d'être réalisée. Ah bon, c'est bizarre, hein. Ils respectent pas du tout la loi, il paraît. Mais il y a même certains endroits en Corse, ils ont jamais commencé, quoi. Alors voilà, c'est la ville où on fume le plus encore. Ça m'étonne. Dans les restaurants. Et oui, parce qu'il paraît qu'une fois que il est passé 22 heures, on dit aux clients. Après, si c'est privatisé, tu fais ce que tu veux. Ah c'est pas privatisé un restaurant. Quand il a fermé le restaurant, tu sais. Ça y est, à Paris aussi, il commence à être un peu plus tolérant dans les restaurants. C'est vrai. Ouais. Non mais Marseille, c'est normal dans les dom-toms, c'est jamais les dom-toms ici, si tu veux. Jack Lang est pour l'apéro géant. Et vous, Olivier, alors est-ce qu'on en fait en Polynésie sur le bateau, tiens. Des apéros géants. En Bretagne, je vous pose pas la question, c'est même le nom de la région. Bretagne est un apéro géant. Depuis des années, ça fait. Mais en Polynésie, quel est l'apéro qu'on boit en Polynésie et sur la plage? Je bois pas, moi. Non, mais vous voyez bien les autres faire. Non, je vois personne. Les femmes, faut bien que vous les fassiez boire. Bah oui. Non. C'est pas gentil, ça. C'est dommage, ça coûte moins cher. Il y a bien un apéro local en Polynésie quand même. À ma connaissance, je connais pas, moi. Je vis pas comme vous à essayer de courir les escaliers d'un immeuble pour bouffer un peu de taboulé gratos. Ah, c'est pas le taboulé, c'est le tamouré en Polynésie. Je connais pas ces trucs-là. Vous dansez le tamouré? Ça serait bien que tu nous montres. Je vois Olivier sur la plage en slip Franck Dubosc. On l'imagine tous. Non, il est peut-être là. Avec 3 valinés, un morceau de taboulé. Il met peut-être un petit pagne. On a le droit de rêver, Olivier. Ou de se faire peur. Dans un instant, le livre de la semaine sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine.
un livre plutôt pas mal classé dans les meilleures ventes du moment. Vous connaissez peut-être Alix de Saint-André, puisqu'elle fut parfois chroniqueuse, journaliste, entre autres sur Canal+, mais c'est avant tout aujourd'hui une journaliste écrivain qui publie donc En avant route chez Gallimard. J'ai confié ce livre à Isabelle Motro, à Philippe Alfonsi et Fabrice Eboué. Alors, En avant route, qu'est-ce que ça vaut, Isabelle? Ah bon, je commence par Fabrice Eboué. Oui, je pense que ça serait mieux. Je pense que c'est la bonne des choses. Qui pourrait peut-être nous... Je vois un marque-page à la 10e page, en fait, d'ici. Vous pouvez nous pitcher les 3 premières pages? Les 3 premières pages? Il y a plein de petits papiers entre chaque page du bouquin, puis à côté il y a une feuille déchirée. Parce qu'en fait, ils viennent les mettre pendant la pub, ces petits papiers. Ah, c'est mon livre, d'accord. Je me disais, mais où il est? Vous êtes un vrai fumiste. Non, je l'ai lu. Alors, si vous l'avez lu, parlez-moi. Donc, j'étais en week-end de Pentecôte en Normandie. C'est vrai qu'il a fait assez beau, donc j'en ai profité pour me mettre dans mon jardin. Et j'ai lu ce petit livre. Très sympa. Alors, c'est un bouquin qui fait 300 pages à peu près. Donc, c'est un bouquin que ça se lit facilement. C'est une femme qui part faire le fameux pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Donc voilà, peut-être expliquer à nos amis qui sont pas forcément tous catholiques qui nous écoutent. C'est un pèlerinage où on va, voilà, adorer des ex-voto. Enfin voilà. Alors, Je sais même pas ce que c'est. donc oui, je me suis pas fait pendant 6 ans, mais pas le catholique. On finir par croire que ça a duré plus longtemps que ça. Et alors Alors, il y a un passage que peut-être pour illustrer la manière dont c'est écrit, parce que c'est très pertinent. Toutes les vierges de toutes les églises étaient déjà en larmes et on leur brodait de nouvelles robes pour un nouveau deuil, car cette année encore, Jésus allait mourir dans les rues de Séville. Dans les rues de Séville. Je fais la Lucchini, il répète toujours les phrases comme ça. Pendant 3 jours et 3 nuits, la ville entière se transformerait en calvaire. C'est ça qui est extraordinaire. L'auteur est énorme. Il nous permet comme ça d'arriver à des phrases toutes simples, mais il dit énormément. Donc je suis dans la merde. Je vais laisser Alfonsi dire ce qu'il a pensé du bouquin. Non, Eboué, c'est pas bien de ne pas faire votre travail. La prochaine fois, on le donnera à Titoff, parce qu'au moins, on sera prévenu. Non. Isabelle, alors. Alors effectivement, c'est tout ce qu'a dit Fabrice est vrai. Oui. C'est une jeune femme, c'est Alix de Saint-André, hein, elle dit je, et c'est elle-même qui fait le chemin de Compostelle. Alors on ne sait pas très bien pourquoi elle le fait au départ, mais elle va le faire 3 fois. Alors elle nous raconte ce que c'est que ce chemin de Compostelle qui quand même, le premier qu'elle fait 600 km à pied. Elle part sans être du tout préparée, ni physiquement, ni psychologiquement, donc ça se passe pas super bien. Elle va passer chez Decathlon, quoi. Et voilà. Et, exactement. T'as lu, je l'ai pas lu, mais je m'intéresse. Hein. Et donc voilà, et donc elle raconte ce parcours qui va. Elle aurait mieux fait d'aller chez Catorama. Qui va devenir au fur et à mesure, parce que donc elle en fait 1, puis 2, puis 3, des voyages qui sont de plus en plus spirituels, on va dire, et elle finit par retrouver, enfin, elle a la foi au départ, mais on sent que c'est un peu lointain, et puis finalement elle va retrouver la foi comme revient. Ça, voilà. Et surtout, elle raconte ses rencontres, et elle rencontre des gens. Alors les gens qui font le chemin de Compostelle, il y a quand même de tout, hein, et c'est en général un peu des branques qui ont comme ça une idée fixe, qui sont en dehors de ce qu'on croise dans la vie. Il y a eu un film de Colline Serrault oui, tout à avec fait. Muriel Robin et Pascal Légitimus, entre autres. Donc c'est à peu près la même ambiance. C'est pas la même ambiance, mais c'est bien ça aussi quand même. C'est quand même tous ces gens qui font un truc qui est quand même physiquement super dur, et pour des raisons qui sont quelquefois complètement presque opposés. Il y en a qui font le chemin, qui sont vraiment cathos, chrétiens, etc. Mais c'est quoi, c'est drôle, Oui, alors c'est à la fois drôle parce qu'il y a des gens quand même, comme je le disais, qui sont très inattendus. Mais il y a aussi des choses assez tendres. Elle est finalement au départ, elle fait ça un peu comme ça pour la frime, j'allais dire. Et puis finalement, elle se fait avoir elle-même par le charme du chemin, quoi. Olivier, non, je suis sûr que vous seriez du genre à le faire. Alors là, pour le coup, ah non, ça, je pense que le pèlerinage. C'était aussi. Je fais que ça, moi. Je fais croire que je suis à Tahiti, mais dès que je quitte le studio, je vais à Compostelle. Bah évidemment.
Je vais chez Decathlon d'abord. Ouais. Mais alors, est-ce que vous le conseillez, ce livre, Isabelle? Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, Isabelle Motro. Alfonsi? Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est un livre très drôle. Parce qu'elle est drôle, voilà. Elle décrit de façon tout à fait rigolote tout ça. Et même quand elle tombe un peu dans la bondieuserie à la fin, c'est drôle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un regard comique sur les gens qui l'entourent, sur elle-même. On parle beaucoup de mal aux pieds, mais c'est très drôle. Et les personnages qu'elle rencontre, c'est vrai, c'est des banques absolus, quoi. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, ça, on me l'avait raconté aussi, il paraît que les gens qui font le chemin de Compostelle, vous avez des gens qui sont parfaitement athées, vous avez des juifs, vous avez des gens de toute religion, de tout profil social, et ils se retrouvent sur cette route à faire ce chemin insensé. Alors et c'est très très bien écrit. Moi, j'ai trouvé le bouquin vraiment et drôle parce qu'elle se moque d'elle-même, elle se moque des autres, elle se moque des cathos, et ça fait plaisir, quoi, parce que c'est tout d'un coup complètement désacralisé pour en effet à la fin retrouver une note de spiritualité, mais c'est léger, hein, c'est pas. C'est donc un succès mérité. Ah oui, c'est un livre marrant. Une des bonnes ventes en librairie en ce moment. En avant, route, signé Alix de Saint-André, et en plus, vous voyez, Alfonsi Motro et aussi Fabrice Eboué. Ah oui, là, faut le conseiller. Il nous a fait une très belle interprétation. Vous le recommande. Vous allez peut-être préférer, Olivier, à ce livre d'Alix Saint-André, la musique que je vais vous proposer maintenant, puisqu'il s'agit de la bombe roumaine du moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette jeune femme. La bombe roumaine. Oui, la bombe roumaine, c'est toi. Elle s'appelle Elena Alexandra Apostoleanu, mais son nom de chanteuse, c'est Ina. Elle affole les hit parades, elle est première des ventes en Roumanie. Une jambe de bois, c'est super excitant. Numéro 1 dans le métro, je crois. Non, elle est numéro 1 des ventes en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Turquie. Elle arrive chez nous en France. C'est la reine du dance floor en ce moment. Alors en plus, il paraît qu'elle est en tenue sexy dans son clip. Elle fait des chorégraphies sensuelles. Continue, on va se faire une petite... Plus de 20 millions de vues sur YouTube. Elle est en passe de devenir le phénomène du moment. Vous vous souviendrez que j'aurais été un des premiers à vous en parler. On l'a noté, d'accord. De Ina. C'est la nouvelle Lady Gaga, quoi. Alors, peut-être pas quand même, mais... mais comme elle est roumaine, c'est Lady Gagou. Lady Gagou, absolument. Et en tout cas, elle chante quelque chose qui s'appelle Hot. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. La critique cinéma la plus sexy au téléphone, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour, je suis débordée. Ah oui, pourquoi? Il y a un chat sur mon balcon, il cherche à venir m'aider et à monter sur ma table. Ah oui. Il y a 2 hommes sur mon toit qui cherchent une fuite et moi qui cherche à empêcher la fin du monde. C'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de boulot. Je ne comprends pas tout, mais je sens que Monique est en forme. En tout cas, vous avez évidemment vu le film Prince of Persia, Les Sables du Temps, avec Jake Gyllenhaal, car il faut prononcer Gyllenhaal et non pas Gyllenhaal comme je l'ai fait hier ou avant-hier. Jake Gyllenhaal, ce nouveau héros. Alors, il faut quand même dire qu'au départ, c'est un jeu vidéo, ça, hein, je crois. Oui. Prince of Persia. Mais comme j'ai pas vu le jeu vidéo, ça m'a pas dérangé. Oui. Il est très beau, hein, Jake Gyllenhaal. Oui. Sa fiancée Gemma Arterton est très mignonne. Il y a Ben Kingsley aussi dans le film. Il est très bien, c'est l'ennemi, il est très méchant. Et Alfred... La voix est bien sûr... C'est Raymond Barre. Ce n'est pas Raymond Barre. La voix est manifestement bien déformée. C'est parti, à vous de poser des questions. Est-ce que vous êtes magicien? En quelque sorte. Est-ce que vous êtes une femme, donc? Je suis une femme. Est-ce qu'il vous arrive en soirée de vous faire des fausses moustaches? Non. Et pour rigoler à la maison? J'ai pas encore essayé. Alors, est-ce que vous êtes chanteuse? Non. Non? Vous êtes une artiste? J'espère.
Alors plus une comédienne. Non plus. Vous écrivez? Dans les journaux? Ça m'arrive. Ça arrive. Mais principalement des livres. Oui, principalement. C'est la littérature de plage plus ou du métro? Plage et métro, c'est des gros tirages. Oui, vous écrivez vous-même vos romans? Oui, je suis vous dire ça. Pour l'instant, oui. Ouais. Vous écrivez plutôt quoi, des romans? Oui, plutôt des romans. Vous en avez écrit beaucoup déjà? 5. 5. Vous écrivez à la main ou à l'ordinateur? À la main. Le matin ou le soir? Ah non, écoutez, ça va pas vous avancer ça. C'est bon, on a trouvé. Est-ce que l'un de vos romans a été adapté au cinéma? Oui, voilà, c'est ça que je voulais poser. Pas encore, elle a dit. Pas encore. Et peut-être, pardon, là, je vais essayer de quand même de vous diriger. Peut-être c'est pas la seule activité de notre invité. Elle est artiste. Est-ce qu'un de vos romans vous été adapté au théâtre? Non, mais j'ai déjà fait du théâtre. Est-ce que vous avez écrit un roman sur Saint-Jacques de Compostelle? Parce que je l'avais lu, celui-là. Est-ce que ça vous aide autour de la table? Est-ce que vous êtes de la même... Est-ce que vous êtes canadienne? Est-ce que vous avez fait de la télévision? Très peu. Quel rapport avec Isabelle Boulet? Je pensais que c'était un homonyme de Stevie. Boulet. Stevie Boulet. Est-ce que vous portez des bottes avec des jupes? Je me rappelle que je suis une femme écrivain, donc Stevie Boulet, non. Bravo, il nous cache des choses. C'est un homme qui écrit pas. Est-ce que c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson? Ah, bravo, Isabelle Motro. Oui, mais bon. Réfléchissez, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bon, on avance, mais on avance doucement. Alors donc, on sait que notre invitée est une femme, qu'elle écrit des romans, 5, nous a-t-elle précisé. Elle a déjà aussi participé à des aventures théâtrales, manifestement. On n'en sait pas beaucoup plus parce que vous n'avez pas creusé de ce côté-là. Mais on vient d'apprendre aussi, grâce à Isabelle Motro et à la chanson d'Isabelle Boulet, qu'elle a aussi écrit des chansons. Vous allez en plus avoir une petite description physique puisque Olivier de Kersauzon ne devrait pas être très très loin de notre invité. Olivier, vous avez atteint la loge de l'invité d'honneur? Ouais. Et alors? C'est une femme. Vous la connaissez? C'est une femme, il dit. Vous la connaissiez? Non. Ah, vous ne la connaissiez pas? Je suis content de la voir. Oui, vous la trouvez jolie? Ouais, elle est charmante, elle est intelligente en plus. Et vous, Ce qui est assez exceptionnel chez une femme. Et après 3 mois en mer, ça fait quoi? Non, mais je la verrais bien dans une fête de voisins. Et alors, vous la décririez comment pour mes petits camarades? Grande. Ouais. Blonde. Ouais. Un visage grave avec des nuages de malice, du charme. Je crois qu'il veut se la faire. Ouais, à mon avis, Je crois qu'il veut se la faire. Oui. c'est bien parti là. Alors, pas mal, hein? Peut-être vous pouvez poser d'autres questions maintenant. Est-ce que certains de vos romans ont été récompensés par un prix célèbre? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Pas quand j'en ai pas envie. Vous pouvez préciser, vous êtes travesti? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'on suscite ça et que quand je fais mes courses au supermarché, personne ne me reconnaît. Oui, ou qu'on n'est pas Au connu. Festival de Cannes, on me reconnaît, par exemple. Ah, vous étiez au Festival de Cannes? Oui. Donc, est-ce que vous avez déjà écrit des scénarios d'ailleurs pour le cinéma, par exemple? Oui, ça tombe bien. Oui. Ah oui. Et est-ce que vous avez écrit des chansons pour d'autres chanteuses qu'Isabelle Boulet ou d'autres chanteurs? Pour Johnny Hallyday? Non. Pour des chanteurs très connus? Oui, très connus. Et manifestement, Florent Pagny? il n'y a pas que des chanteurs, puisque j'ai un autre indice pour vous. Eh ben ça tombe bien que tu sois dans le lit, faut que je te parle. Dis-moi, la nana qu'on a rencontrée au restaurant l'autre jour, c'est une ex à toi? T'as couché avec elle? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Oh, ça va, dis-le-moi, je m'en fous, c'est du passé. Vous allez voir, c'est du vécu ce soir. Alors moi, tu me demandes si tu t'en fous et que c'est du passé? Oh bah t'es trop mignon toi. Eh ben tu sais quoi? De toute façon ça sert à rien que tu me le dises. Je sais, t'as couché avec elle. Ouais c'est vrai, j'ai couché avec elle, mais c'était il y a 20 ans, c'est du passé. J'arrive pas à croire.
Fabrice. On peut dire si on a trouvé? Oui, allez-y. Je suis assez étonné, vous êtes mannequin? Non. À qui vous pensiez? Estelle Hallyday, mais je me suis dit, dans cette émission-là, c'était un peu trop. Si Estelle Hallyday avait écrit 5 romans, ça saurait quand même. Franchement. J'ai pas reconnu, moi. Là, c'était Arthur. C'était Arthur qu'on a entendu. Est-ce que c'était Arthur qu'on a entendu? C'était Arthur. Et vous avez fait quoi? Vous avez coécrit le spectacle? Non, j'ai écrit il y a longtemps pour Arthur. J'étais. À la télévision? Au tout départ de ma carrière, j'ai été l'oreillette d'Arthur et j'ai écrit ses lancements. Et alors, et les oreilles propres? Est-ce que vous avez fait de la radio avec Arthur? Non, mais j'ai fait de la radio. Ici, sur cette station. Ah, ouais, d'accord. Et vous travaillez à Canal+ aujourd'hui? Non, je ne travaille pas du tout à la télé. Un petit indice supplémentaire. Un gars, une fille? Non, c'est Caméra Café. C'est pas ça? C'est pas un gars. C'est quoi? Caméra Café, ça. Vous avez identifié? Caméra Café? C'est Caméra Café. Ouais. Vous aimez le café? Donc vous aimez les caméras? Donc vous avez joué dans Caméra? Non, vous n'êtes pas. Vous avez écrit Caméra Café? J'ai écrit Vous avez écrit les les premiers sketchs. épisodes de la première saison de Caméra Café. Ah, on avance, on avance. Et quand vous faisiez de la radio à Europe 1, vous étiez seul au micro? J'étais seul au micro. Avec des invités. L'émission de Michel Field. Là, quand même, le puzzle commence petit à petit à se reconstituer. Mais manifestement, vous n'y pensez pas pour l'instant. Non, mais ce qui est marrant, Vous faisiez des chroniques chez Michel Field? Oui. Ce qui est marrant, c'est le grand écart entre auteur de romans, de chansons, sketch. Arthur, Michel Field, Caméra Café, c'est Vous grand écart. faisiez des chroniques. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que moi-même, ça m'inquiète en vous racontant tout ça. Est-ce que vous- Schizophrénie. Est-ce que vous faisiez des chroniques littéraires? Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène, seul? Non. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup qu'on trouve qui vous êtes? Est-ce que vous faites Ça de la fait plaisir à ma grand-mère qui dit. Est-ce que vous faites de la mise en scène théâtrale? Non, pas de mise en scène théâtrale. Réfléchissez et peut-être vous trouverez les bonnes questions à poser après ces quelques réclames. Alors c'est vrai que les indices sont tellement divers et variés que mes camarades sont totalement paumés. Ils se demandent mais qui peut être cette femme qui a écrit des chansons, qui a écrit des romans, manifestement des pièces de théâtre, qui a écrit pour le cinéma, qui a écrit pour Arthur, qui a écrit pour Caméra Café. Qui est-elle? Eh bien, ils s'interrogent encore. Et du coup, on a envie de la rencontrer. quoi. Est-ce que là, on a fait le tour de vos activités ou est-ce qu'il y a un domaine qu'on n'a pas Oui, un évoqué? domaine que vous n'avez pas évoqué. La musique? Artistique, ouais. Est-ce que Kersozon est rentré chez lui? Non, il est à côté de moi, c'est un plaisir. Il est sage. Est-ce qu'il y a un petit gamin de 2 mois en train de fumer des clopes avec lui ou pas? Il y a un domaine qu'on n'a pas évoqué. J'ai en tout cas moi un indice de plus. Moi je t'emmène en thalasso. Si le sable est trop chaud, au lieu de nager parmi les sels minéraux, toi tu bronzes sur le dos en thalasso. Très bien, très bien. J'ai pensé en plus. D'accord, d'accord. Vous avez trouvé? Ouais. Moi aussi. Est-ce que vous avez écrit une pièce de théâtre dans laquelle jouait Gérard Darmon et où ça se passait dans une thalasso? Exactement. Oh, bravo Titoff. J'ai trouvé, moi aussi. Voilà. J'ai trouvé. Ah oui. Attendez, parce que vous dites toujours j'ai trouvé, oui, vous Oui, n'avez oui, jamais alors le nom. vas-y, Alors là, je voudrais que vous posiez une question pour qu'on vérifie. Est-ce que vous avez animé une émission de bien-être? Non. Tu pensais à qui? À qui vous pensiez? Véronique ou Davina? À Véronique ou Davina? Dans l'oreillette d'Arthur. Mais c'est votre seule pièce? Non, c'était ma deuxième pièce. Deuxième. Et c'est la dernière ou Alors, je vais aider C'est la dernière, oui. Je vais aider tout le monde avec, évidemment, le dernier indice. La vie tourne comme un remue-manège. Et les lettres viennent mourir dans la neige. Bien sûr, ça y est. Ça y est. Il y a parfois J'ai trouvé. Ça avait été complètement sorti. Vous vous rendez compte, Laurent, avec tout ce que je fais, c'est cet indice-là qui les aide à trouver. C'est terrible, hein. Vous savez que je m'activais les activités. Alors là, franchement, je suis vraiment. Pas Titoff. Je suis vraiment ravi et fier de vous avoir découvert. Avant Patrick Bruel et la lettre au Père Noël, mais c'est vous quand même qui avez écrit cette chanson. Oui. Donc ça vous ramène quand même à votre écriture. Ouais. On en a deux. Non mais oui, il a toujours pas le nom, je suis Non, sûr. moi j'ai pas de Non, moi, nom. je l'ai. Et Isabelle Motro non plus. Non, vous voyez, non. ouais, ça vous rassure ça quand même. Ah, quel manque de culture.
À moitié, dit-elle. Alors, Fabrice, une tentative, alors? Une tentative, Fabrice Eboué, vous qui faites le malin? Tino Rossi. Alors, attention. Je fais confiance heureusement à Jérémy Michalak et à Titoff pour qu'ils prononcent ensemble le nom de notre invité d'honneur. 1, 2, 3, c'est Amanda Sters. Amanda Sters qui va nous rejoindre dans ce studio. On vous a un peu perdu avec trop d'indices, tue l'indice en quelque sorte. Oui, beaucoup d'indices. Parce que c'est vrai qu'ils ne savaient pas que vous aviez écrit pour Arthur, ils ne savaient pas que vous aviez écrit pour Caméra Café, et vous-même on vous a un peu rafraîchi la mémoire. Voilà, moi-même j'oublie tout ça. Bon, vous, ce qui compte pour vous en ce moment, c'est et le théâtre et la littérature. La littérature grâce à ce nouveau roman qui s'appelle Les Terres Saintes. J'ai eu l'occasion de vous recevoir à la télévision il y a quelques semaines pour ça. C'est publié chez Stock. De mémoire, je me rappelle que c'est un roman écrit sous forme, j'allais dire épistolaire ou mail d'ailleurs, puisque vous utilisez les moyens modernes de communication. Toute une famille juive qui s'écrit. L'éleveur de cochons. Bravo. Oui, vous voyez, alors comme ça fait plaisir au moins quand. C'était très drôle. Qu'est-ce qui vous a gêné, embêté, amusé dans tout ce que vous avez entendu pendant que vous étiez dans la loge, Amanda? Rien ne m'a gêné, mais c'est vrai que c'est amusant de s'imaginer dans la tête des autres, et que quand on a une image publique, c'est toujours troublé, on ne sait pas exactement ce qu'on retient de nous. En général, ce qu'on retient de moi, c'est le vieux juif blonde. Donc, si vous aviez dit ça, c'est voilà, la pièce, le vieux juif blonde. Mais j'ai fait exprès, évidemment, de ne pas l'utiliser comme indice. Talasso, c'est ce qui a mis sur la voie Titoff. C'était la deuxième pièce. Il y en a une autre en préparation, une pièce? Il y a une reprise du vieux juif blonde à la rentrée de septembre. Et puis, il y a Dominique Bessner qui va monter sur les planches au printemps prochain. En one man. En one man, enfin, monologue. Monologue de Dominique Bessner, écrit par Amanda Sters. Les monologues du Dazin. Remarquez là, on comprendrait que ce soit un monologue. Amanda Sters publie Les Terres Saintes chez Stock. Dans un instant, on en parle ensemble jusqu'à 18h30. Les Terres Saintes, signé Amanda Sters chez Stock. C'est l'histoire d'une famille déchirée. Le mot est peut-être fort. Non, on peut dire déchirée quand même. Séparée en tout cas. Ça, c'est certain. Le couple, les deux enfants, le fils, la fille. On peut rappeler effectivement, Philippe Alfonsi a retenu ça au moins de votre passage à la télé. C'est que le papa s'est installé en Israël ça c'est quand même l'originalité. La première originalité du livre pour élever des cochons. Mais ça existe. Vous me l'avez dit et expliqué. J'ai lu un entrefilé dans Le Monde diplomatique, ce qui m'a donné l'idée du livre, où il disait qu'ils élevaient des cochons en Israël sur des planchers pour pas qu'ils frôlent la Terre Sainte parce que c'est interdit. Et ils les élèvent non pas pour en faire du bacon, mais pour chasser les terroristes, parce qu'ils ont un flair hors du commun, et qu'en plus ils ont si un musulman très pratiquant touche un porc, il est interdit de paradis. Donc ils s'en servent, et j'ai visualisé les soldats de Tzal avec des porcs au bout des laisses, et je me suis dit c'est Woody Allen, quoi. Et est-ce que les musulmans jettent de crevettes sur les juifs aussi? Non, Fabrice, enfin. Alors, faut expliquer qu'il y a leurs échanges par mail ou par lettre entre eux, la famille, mais il y a aussi un échange de courrier entre le papa, c'est Harry, le papa, et le rabbin, qui évidemment est un peu choqué par les activités professionnelles d'Harry. Voilà, et en fait, ils se disputent, et du coup, ils vont pouvoir défendre les deux points de vue, puisque c'est pas un livre politique, mais c'est forcément en Israël, on en parle. Donc, je pense que c'est deux histoires de famille. C'est la petite histoire de famille dans la grande, et c'est l'histoire de famille violente que vivent les Palestiniens et les Israéliens, qui sont en fait des cousins, qui sont d'accord sur beaucoup de choses, notamment sur les cochons. Et en fait, ça dépend de quel point de vue on se place, et d'une lettre à l'autre, on donne raison à chacun à tour de rôle. Donc, c'est l'absurdité de ce conflit qui devrait trouver une fin heureuse un jour. Et puis pareil, c'est une famille qui se parle et qui... Alors ça, ce sont les autres lettres. Voilà, ce sont les autres lettres, ce sont les silences en fait. Ce qu'on n'ose pas se dire de façon orale. Ce qu'on se dit trop tard, ou ce qu'on se dit quand les choses sont passées. Et ça, c'est commun à toutes les familles du monde. Et parfois par écrit, on arrive plus facilement à le dire aussi. Ouais.
C'est votre cas, vous dites les choses plus facilement par écrit? Oui, moi je suis assez pudique et je dis pas facilement les choses. Je le dis par écrit à travers mes livres, souvent. Vous ne connaissiez pas Amanda Stiers, Olivier de Kersauzon, mais je vous vois l'écouter passionnément, je dois dire, tout en évidemment torturant et triturant votre touillette habituelle, mais. Il s'agit pas de moi. C'est important de préciser, tu vois, parce que. C'est ce que je veux dire. C'est beaucoup plus gros. Et donc, quand vous êtes à rentrer dans la loge, vous avez tout de suite pas. Est-ce qu'elle a une tête d'écrivain, Amanda Stiers? Non. C'est quoi une tête sport là C'est quoi une tête d'écrivain? C'est en général assez terne. Ah oui? C'est chiant un écrivain. Non, elle est charmante. Ah bah dis donc. Putain. Les navigateurs, c'est joyeux en tout cas. Je vais vous offrir son livre alors, Olivier de Kersauzon. Très volontiers. Je veux pas l'inviter à ta fête des voisins là. Faites du taboulet. C'est votre genre, ça. Je suis sur la fête des voisins, vous, Amanda Stiers. Oui, figurez-vous. Ah, je suis sûr. Olivier l'avait vu. Ça. Ouais, mais je l'ai vu tout de suite. Et j'étais persuadé de ça. Alors ce soir, fête des voisins. Donc. Fête des voisins. Vous avez préparé le taboulet, tout ça? Je suis plus gâteau au chocolat, mais un peu de champagne. Ah, c'est vrai. De mémoire, je me rappelle aussi que vous adorez cuisiner. Hein. Ouais. Ça, c'est le genre de truc. Faites même des échanges de recettes avec Laetitia Hallyday. Hein. Pas trop alcoolisée quand même. Laetitia, elle fait des très bonnes penne à la vodka. Ah ouais. Mais sans penne. Et son mari, il finit toujours l'assiette. Ils sont cons. Les terres saintes, avec sur le bandeau ajouté par Stock cette phrase que vous avez accepté de mettre en avant, une phrase dont d'ailleurs vous m'aviez bien précisé qu'elle n'était pas. Non, c'est une vieille blague ashkénaze. Oui. Voilà, qu'elle n'était pas de vous, mais cette phrase, c'est quand il y a 2 juifs dans une pièce, il y a 3 avis. Ça s'appelle. Ce Jean-François Derek, il en rate pas une. Ça s'appelle Les Terres Saintes. C'est signé Amanda Stiers. C'est chez Stock. Merci Amanda. Merci à vous. Et merci à vous, très cher Laurent. Rendez-vous demain pour les best-of sur Europe 1, en direct dès lundi à 16h.